Cette émission vous est présentée par Va donc jouer. Célébrons ensemble tous les entraîneurs et les officiels du sport organisé sur vadonjouer.ca. Par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et Glencore, partenaire en titre de l'événement. Bonjour chers amateurs de sport et bienvenue à notre rendez-vous sportif hebdomadaire. Aujourd'hui, nous vous transportons sur les routes d'Abitibi pour goûter l'expérience de la plus ancienne course junior en Amérique du Nord. Ce tour qui comprend plus de 7 étapes fait parcourir plus de 600 km à ces jeunes athlètes provenant de partout sur la planète. Au fil des décennies, certains des plus grands cyclistes mondiaux ont pédalé sur nos routes québécoises à la recherche du maillot brun accordé aux grands gagnants de la semaine. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous ferons un survol des premières étapes tout en dirigeant notre attention sur la 7e et dernière afin de savoir laquelle des équipes saura faire monter l'un de ses membres sur la plus haute marche du podium. Retrouvons nos descripteurs afin de terminer avec eux cette semaine remplie d'action. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette diffusion du Tour de l'Abitibi-Glencore. Audrey Lemieux en compagnie du directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes, Louis Barbeau. Bonjour Louis. Salut Audrey. Alors, on voit les cyclistes se préparer d'emblée. On va faire un résumé des étapes 1 à 6 pour ensuite vous présenter la 7e étape. Donc évidemment, les commissaires qui préparent les voitures. On a plusieurs pays qui sont présents. On vient d'apercevoir la voiture du Canada. Et Louis, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs nations et la première édition du Tour de l'Abitibi remonte en 1969. C'est la ville d'Amos qui a présenté les 4 premières éditions. Oui, on est de retour de nouveau à Amos pour l'occasion de cette édition du Tour de l'Abitibi. Deuxième depuis la pandémie. L'année dernière, on était revenu à la suite de la pandémie, mais avec un peu moins d'équipes nationales parce que certaines nations n'avaient pas été en mesure d'obtenir leur visa. Cette année, on a quand même 4 équipes nationales avec l'équipe de la France, l'équipe du Canada, bien évidemment, les États-Unis et le Japon. On a plusieurs équipes par la suite des États-Unis. Donc, un total de 14 équipes qui sont engagées ou plutôt de 13 équipes qui sont engagées dans cette compétition cette année. Et alors qu'on voit donc ce qui s'est passé dans la première étape longue de 116,7 km entre Val-d'Or et Amos, on est passé par Barrault. Ça a été une étape justement qui a souri au Canadien Ethan Powell qui s'est vu décerner le maillot à pois remis au meilleur grimpeur. Et voilà ici qu'on avait une échappée qui a pris la fuite. Donc au niveau de cette première étape, on voit ici l'accélération au sommet. Et donc, les écarts en temps, c'est aussi ce qu'on doit surveiller lorsqu'on parle de classement général parce que c'est une course par étape, 7 étapes. Et Louis, il faut vraiment être dans le coup jour après jour si on veut faire une bonne place au classement général. Oui, absolument. Ici, on voit 2 athlètes, un coureur de l'équipe de France, avec lui Mathis Bégin, vice-champion canadien qui porte les couleurs de l'équipe nationale du Canada. Il y a eu beaucoup de mouvements dans cette première étape. Ici, on a une échappée encore une fois avec un coureur français, également Carl Truffert de l'équipe régionale Subway, l'équipe d'Abitibi, avec également le coureur Felipe Duarte de l'équipe provinciale du Québec. Duarte qui en est à sa première saison dans la catégorie junior, quelqu'un qui fait également beaucoup de compétitions en cyclocross. Donc, une étape qui s'est déroulée quand même à vive allure, à plus de 43 km/h. On a vu qu'il restait plus que 2 coureurs. Donc, Duarte qui a malheureusement été distancé à la toute fin de cette première étape. Oui. Et par la suite, on voit que le peloton est revenu sur les 2 coureurs d'échappée. Donc, ça va être une arrivée massive au sprint. Ici, on a des belles images. On voit toujours Truffert suivi de coureurs de l'équipe nationale du Canada, peloton qui est maintenant regroupé.
petite cassure. Là, on est dans les derniers mètres de cette première étape. Exactement. Et cette première étape qui est très agréable si on la gagne parce qu'on remporte aussi le maillot brun du classement général. Donc, voilà ici le champion canadien junior qui remporte cette première étape. Ethan Powell devant Paul Picard et Sataoki Nagashima. Les voilà, votre podium. Donc, ça en passe du maillot de meilleur grimpeur, du maillot brun de meneur au classement général également. Oui, on a vu Jonathan Hintz qui détenait le maillot bleu. Jonathan Hintz, un coureur québécois qui, quant à lui, était le meilleur jeune. On sait que la catégorie junior se déroule sur 2 ans. Donc, on voit ici les porteurs de maillot. Alors, Ethan Powell, évidemment, qui porte le maillot brun du meilleur coureur. Bon, c'est lui qui mène également au niveau du classement pour le meilleur sprinter. Mais compte tenu du fait qu'il porte déjà le maillot brun, donc c'était le coureur français Paul Picard qui portait, quant à lui, le maillot du meilleur sprinter pour cette étape. Donc, une deuxième étape qui est partie, cette fois-ci, on est parti de Rouyn-Noranda. La première étape partait le Val-d'Or. Et une étape encore très animée, beaucoup d'action. Ici, c'est le coureur Matthew Ney, le champion canadien du contre-la-montre, tandis qu'on voit encore, je crois que c'est de nouveau Carl Truffert, ou du moins c'est un coureur de la formation Subway, la formation abitibienne qui menait le peloton. Donc ici, Ethan Powell avec le maillot brun. On voit derrière lui un coureur de l'équipe nationale de France. Donc les Français et les Américains qui sont bien représentés devant. Ici, un jeune coureur de la formation ZVP. Le maillot à poids qui, je crois, était porté par Alexis Bouchard, qui était deuxième de ce classement. Oui, il y a un gros groupe qui s'est formé, une échappée là, quand même, qui s'est formé dans cette deuxième étape. Et évidemment, il y a des sprints pour les secondes en bonification. Il y a des sprints aussi au sommet des montées pour le maillot de meilleur grimpeur. Donc, comme vous le voyez, là, c'est Alexis Bouchard qui porte ce maillot, comme Louis l'a mentionné, par intérim. Beaucoup d'actions, beaucoup d'attaques. Et voilà, donc on y va pour les points ici. Au sommet GPM Grand Prix de la montagne. Donc, on consolide l'avance pour Alexis Bouchard dans ce classement. Oui, alors chacune des étapes est ponctuée de sprints intermédiaires. Donc, on a des sprints pour le classement du meilleur grimpeur. Donc, généralement, dans les étapes de côte, on retrouve 2 de ces sprints intermédiaires. Les points sont attribués aux 3 premiers. Alors, on a 5 points au premier, 3 points au deuxième et 2 points au troisième. Et encore une fois, ici, Alexis Bouchard qui vient faire le plein de points. On revient maintenant avec une échappée, cette fois 2 coureurs de la formation Subway. Il s'agit de Christophe Blais. Et je crois que le deuxième, ça semblait, oui, c'était Solstice Lanois de la formation Subway, donc qui ont été repris par le Dessert 83, Maxime Corbeil de ZVP Opto Réseau, une formation de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, on voit ici les coureurs qui échangent bien les relais. Donc, une échappée dans laquelle on retrouve également un porte-couleur de l'équipe nationale des États-Unis. Il s'agit de Caden Budd. Exactement, Louis. Et là, ben, la France là, qui prend le contrôle du peloton. Vraiment, là, on mène la charge du côté de Vulliez. On a donc un virage ici qui se prend à vive allure avec les 4 coureurs, un quatuor de tête, tandis qu'on a le maillot orange en personne maintenant qui mène la charge. On se dirige là, vers l'arrivée de cette deuxième étape. Oui, et contrairement à la première étape où on avait une fin d'étape en circuit, là, c'est une arrivée directe. On voit maintenant un autre coureur Cusack des États-Unis avec Carl Truffert, de nouveau, le coureur de la formation abitibienne. Maintenant, Ethan Powell avec le maillot brun, toujours avec Carl Truffert. On regarde derrière et ça roule. Alexis Bouchard avec un coureur de l'équipe nationale de France. Donc, on tente de rallier la ligne d'arrivée. Oui, et voilà cette ligne d'arrivée qui est ralliée. Le vainqueur, Jonathan Hintz de l'équipe nationale du Canada qui remporte devant Alejandro Che et Paul Picard. Alors qu'on va aller tout de suite écouter Randy Ferguson avec le gagnant de l'étape qui nous parle de la stratégie. Nous, les stratégies, aujourd'hui, c'était vraiment d'attaquer au maximum. Puis je pense qu'on a bien fait ça, puis ça l'a payé. C'est un des moments les plus roughs dans ma carrière de cycliste, je te dirais. Là. C'était le bridge. Là. Il a fait mal avec Picard, sérieux. Là. Ah, c'était des bonnes watts. Jamais je pensais faire des bons résultats de même, puis je suis hyper content de moi, sérieux. Je peux pas espérer mieux.
Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Demain, on change de gamme. C'est le chrono. Une étape assez rapide. Malartic pourrait te sourire sur une courte distance comme ça aussi? Oui, ben je pense qu'un 10 kg, c'est mieux pour moi que, mettons, un gros TT. Mais on va voir. Là, je suis pas le meilleur en TT, ça, c'est sûr. Il faut pas que je me le cache. Fait que, on va essayer de perdre le moins de temps possible puis continuer le bon tour de l'Abitibi comme je fais en ce moment. Là. Bien, félicitations. Ce sera une journée en brun pour toi demain. Belle performance, Jonathan. Merci beaucoup. De retour à cette diffusion du Tour de l'Abitibi-Glencore. Alors, Louis, déjà 2 étapes de compléter. À quoi ressemble le classement là, depuis les 2 premières journées sur ce Tour de l'Abitibi-Glencore? Oui, alors Jonathan Hintz, jeune coureur de l'Équipe nationale du Canada, qui mène le classement 6 secondes devant Paul Picard de la France et Ethan Powell également de l'Équipe du Canada. On a par la suite Alejandro Shea des États-Unis à 10 secondes. Alexis Bouchard, le Québécois qui porte les couleurs de l'équipe canadienne, est à 11 secondes. Caden Budd à 12 secondes. Justin Roy, le meilleur porte-couleur de l'équipe du Québec, est quant à lui au 7e rang à 13 secondes. Et on va comme ça. On a à l'intérieur de la minute, on a 16 athlètes. Si on regarde par la suite le classement du meilleur jeune, évidemment, Jonathan Hintz mène ce classement devant Alejandro Che. Le classement pour le meilleur sprinter, Paul Picard de la France, qui mène avec 44 points devant Jonathan Hintz, qui est à 42. Alexis Bouchard est 3e à 38. Le classement par équipe, le Canada, sans aucune surprise, qui mène ce classement. Donc, les prochaines étapes vont être très importantes. Oui, donc voilà le contre-la-montre individuel et il y aura 2 épreuves aujourd'hui. Exactement, contre-la-montre de 10 km, donc une épreuve qui est relativement courte. On voit ici là, les coureurs, les détenteurs de maillot, mais pour l'occasion, compte tenu qu'ils portent une combinaison, une pièce, c'est pas obligatoire de porter le maillot de leader. Et les coureurs qui seront surveillés, notamment Matthew Ney qui est le champion canadien du contre-la-montre individuel. Oui, exactement. C'est vraiment un coureur qu'on va surveiller. La distance de 10 km pour ce contre-la-montre individuel. L'objectif est de faire le temps le plus rapide. Vous voyez les coureurs qui partent à tour de rôle avec 1 minute d'intervalle entre chacun des coureurs. Évidemment qu'on va surveiller le champion canadien, alors que présentement, Dossard 26, on roule avec Jonathan Hintz, le vainqueur de l'étape 2. Et le voilà, Louis, celui qui était le grand favori là, pour remporter le contre-la-montre individuel. Oui, Matthew Ney qui va finalement l'emporter devant Ethan Powell. Ethan Powell qui est le champion canadien sur route. Et pour la 3e position, c'est Dylan Schroeder de la formation North Star Development Cycling. Donc ça complétait cette étape qui, comme tu le dis, a brassé un peu les cartes. Donc ça a bougé un peu le classement général individuel. On s'est dirigé par la suite du côté de Malartic pour une étape relativement courte. On parle d'une étape de 57,5 km, mais qui s'est déroulée à très vive allure, sous la pluie. Donc, une chaussée qui était un peu plus glissante à ce moment-là. L'équipe canadienne qui menait à l'issue de la 3e étape, qui a assuré le contrôle en tête de course. Oui, il y a eu quelques tentatives d'échapper, alors qu'on voit là ici justement un coureur qui tente de prendre la fuite en solitaire, coureur de Subway qui porte le maillot bleu meilleur jeune. Mais par contre, dans cette étape-là, ça s'est pas matérialisé là, au niveau de l'échappée. Et ça a été encore une fois une superbe journée pour le Canadien Matthew Ney qui a remporté cette étape devant Ren Mokizuki et devant Jonathan Hintz qui a complété le podium pour la 3e place. Donc, 2 victoires dans la même journée là, pour Matthew Ney. Alors, disons que c'était une belle journée pour lui. Oui, étape disputée à près de 48 km/h. Donc, le peloton qui a donc une étape où est-ce que la très grande majorité des coureurs ont été crédités du même temps. On a retrouvé 58 des 69 coureurs qui avaient le même temps à l'arrivée. On se redirige le lendemain. C'est une nouvelle étape. Cette fois-ci, une étape d'Amos avec départ d'Amos. On finissait également à Amos via Pressac. Une étape longue de 115,9 km. On revient encore une fois donc sur le champion canadien. Donc maintenant, Ethan Powell qui revêt le maillot de champion canadien puisque c'est son équipier Matthew Ney qui est le nouveau détenteur du maillot brun de meilleur au classement général individuel. Donc, une échappée ici de 5 coureurs dans laquelle on retrouve un des porte-couleurs de l'équipe du Québec. Il s'agit de Justin Roy,
dossard numéro 151. Donc, on voit cette échappée avec une quinzaine de secondes de priorité. Donc, beaucoup de mouvements dans cette étape. L'échappée qui a été reprise, nouvelle tentative cette fois avec Elliott Ferguson de l'équipe du Québec, de même que Watanabe, coureur japonais. Oui, c'est échappé quand même qui a pris jusqu'à 1 minute 55 secondes là, sur le reste du peloton à son plus grand écart. C'est quand même très intéressant et ça donne vraiment le ton là, sur le fait qu'il faut être prudent. Il ne faut pas laisser partir qui que ce soit en échappée s'il est menaçant au classement général. Et il y en a d'autres qui ont tenté de se joindre, comme tu le dis, là, avec Ferguson et Watanabe. Mais c'était très, très compliqué pour ceux-ci. Oui, et vitesse encore une fois toujours élevée. Dans le cas du Tour de l'Abitibi, pendant qu'on voit ici le coureur Solstice Nalois qui est allé chercher le sprint. Il y a des sprints également en argent, donc les sprints du maire, donc qui est allé chercher cette prime de 250 $. Donc, alors ici, toujours, on revient encore une fois sur une nouvelle tentative d'échapper. Ici, c'est un coureur de la formation ZVP, Noah Puccina, un coureur de l'équipe de France. Donc, on voit une nouvelle tentative, donc cette fois-ci, donc un de ces sprints intermédiaires. Oui, avec des secondes en bonification. Il y a également des points pour le maillot par point. Donc, il y en a qui visent certains classements. Des fois, il y a plusieurs courses en une seule. Donc, c'est important de vraiment être à l'affût. Plusieurs membres de la formation états-unienne qui sont là. Notamment, on a ici le dossard 35, Garzo Medina. Avec son coéquipier, là, on décide de travailler ensemble. Et Caden Budd qui réussit donc l'exploit de terminer en solitaire, remporte cette étape. Et regardez, avec une nette avance, on a le temps de célébrer pour l'Américain Caden Budd. Et le sprint, attention, sprint de peloton qui a été remporté par Jonathan Hintz une nouvelle fois sur le podium. Et la troisième place est allée à Sataoki Nagashima. Alors voilà le sprint du peloton ici. Oui, les Japonais qui font également belle figure, on les a vus sur le podium à plusieurs reprises, mais qui sont toujours en quête d'une première victoire d'étape. Jonathan Hintz qui est évidemment très heureux de sa performance. Il porte le maillot orange du meneur pour le classement au point, tandis que Matthew Ney continue de conserver la tête du classement pour le maillot brun. Et on a vu également brièvement sur le podium Alexis Bouchard. Également de l'équipe canadienne, un Québécois, donc qui porte le maillot vert à pois pour le classement du meilleur grimpeur. On voit donc pour le départ de cette 6e et avant-dernière étape, qui sont les détenteurs des différents maillots. Oui, et là, dès l'entrée de jeu là, pour cette étape, on retrouve les coureurs encore américains là, qui ont dicté le ton en début d'étape. Voilà le champion canadien ici qui tente de jouer sa carte. Ethan Powell de l'équipe nationale du Canada tente de sortir en solitaire. Et il y a plusieurs coureurs justement là, qui vont aller à sa poursuite, dont les deux Américains avec Budd, le vainqueur de la 5e étape, et Medina. Oui, et du côté des Américains, ils ont eu un début de tour un petit peu plus laborieux, mais avec la victoire de Budd lors de la 4e étape, on les sent de plus en plus présents. Donc, cette fois-ci, dans cette étape, c'est le dossard 32, Nathan Cusack, qui se retrouve présentement en échappée avec William Bourbonnais de la formation ZVP Opto Réseau. Oui, qui a fait belle figure au sein de cette tête de course. Le membre de l'équipe du Québec ici, regardez la puissance qu'il a investie. Justin Roy. Oui, qui est très, très fort aussi là, sur la piste, Justin Roy. Donc là, part en échappée avec Miura de l'équipe du Japon. Alors, pas dans le même pays, mais évidemment, on collabore ensemble parce qu'on veut prendre du temps sur le peloton et jouer la victoire d'étape également. On voit une belle collaboration entre les deux coureurs. Donc, toujours ces différentes tentatives d'échapper. Un autre changement important cette année, Audrey, par rapport aux éditions antérieures, c'est que l'Union cycliste internationale a fait disparaître les restrictions au niveau des braquets. On sait que les athlètes de catégorie junior étaient limités à un braquet de 7,90 mètres là, par donc ce qu'on appelle, qui était l'équivalent de 52,14. Et maintenant, c'est des braquets ouverts. Et on voit ici, là, c'est une tentative Matthew Ney qui est parti de loin pour aller chercher cette victoire d'étape, mais qui va se faire coiffer in extremis sur la ligne par
Alejandro Che de l'équipe des États-Unis. Exactement. Et même le coureur japonais, là, Mochizuki, qui a également devancé Mathieu. Oui, qui a été à la fin exclu du podium. Donc, voilà votre podium final. La reprise, en fait, de cette arrivée. L'Américain Alejandro Che qui est venu coiffer à la ligne. Le Canadien Mathieu remporte l'étape devant Ren Mochizuki. Et la 3e place appartient au Français Paul Picard. Et ce faisant également, il faut quand même souligner aussi qu'avec les secondes de bonification, les 10 secondes de bonification et les sprints, les secondes de bonification lors des sprints intermédiaires, Alejandro Che passe devant Jonathan Hintz au niveau du classement pour le meilleur jeune. On voit ici Che qui est flanqué de Mathieu et de Mochizuki pour le podium de cette étape. Absolument. Alors voilà ici les différents détenteurs des maillots. On voit l'Américain Che qui a le maillot bleu du meilleur jeune qui a donc dépossédé Jonathan Hintz. Alors, on vous revient tout de suite après cette courte pause. Restez là! De retour à cette présentation de la 7e et dernière étape du Tour de l'Abitibi-Glencore. Et c'est depuis 1973 que le Tour compte des cyclistes provenant de partout dans le monde. Les États-Unis prennent part au Tour de l'Abitibi pour la première fois en 1980, suivi par les Français en 1981. Donc voilà le profil de l'étape 7. Mais Louis, c'est vraiment une course importante depuis longtemps, là, le Tour de l'Abitibi. Oui, en fait, depuis 1981, tu l'as mentionné avec l'Avenue des Français, c'était la toute première édition de ce Tour au niveau international. La Coupe des Nations, qui est l'équivalent de la Coupe du monde des juniors hommes, compte plusieurs épreuves. La seule à se tenir à l'extérieur de l'Europe, c'est le Tour de l'Abitibi. Et c'est par ailleurs la plus longue et la plus ancienne. Ici, on a vu le premier sprint pour le Grand Prix de la montagne. On a vu le coureur des États-Unis, Alexis Bouchard, là, qui se sont félicité en quelque sorte. De nouveau, un coureur de la formation Subway qui tente de s'échapper. Si on regarde maintenant, Audrey, le classement, oui, à l'issue des 6 premières étapes, tandis qu'on voit Truffert en échappé. Donc, Mathieu de l'équipe du Canada qui mène, sans surprise évidemment avec sa victoire lors du contre-la-montre qui a été quand même importante. Ethan Powell également du Canada occupe le 2e rang à 13 secondes. Paul Picard de la France est 3e à 57 secondes. Alejandro Che, quant à lui, occupe le 4e rang à 1 minute 3. Il est également le détenteur du maillot bleu pour le meilleur jeune qui l'a ravi à Jonathan Hintz. Patrick Harris de Ignite Junior Cycling, une autre formation canadienne qui est à 1,14, tout comme Jonathan Hintz qui occupe le 6e rang. Du côté de l'équipe du Québec, si on regarde, le meilleur porte-couleur est Justin Roy à 2 minutes 6 qui occupe le 13e rang. Et Carl Truffert de l'équipe Subway, l'équipe locale d'Abitibi, et quant à lui au 12e rang à 2 minutes 2. Si on regarde le classement maintenant pour le meilleur sprinter, donc c'est un classement qui est très, très serré pour les 3 premières places. Mathieu du Canada qui détient la tête avec 99 points. À 96 points, ex-aequo Jonathan Hintz et Alejandro Che. Che des États-Unis et Hintz de l'équipe du Canada. Donc, il y aura vraiment une lutte entre ces deux coureurs-là, non seulement pour le maillot du meilleur jeune, mais pour le classement au point. Oui, et bon, du côté du classement, pour le meilleur grimpeur, Alexis Bouchard, pour l'instant, mène avec 14 points. Il est tout juste devant Kaya Iribarne de la France et Nathan Kuzak des États-Unis, qui ont respectivement 12 et 11 points. Du côté du classement par équipe, le Canada mène. Donc, le classement par équipe est établi en additionnant les temps des 3 premiers coureurs dans chacune des étapes. Et le Canada mène donc ce classement avec 2 minutes 18 d'avance sur les États-Unis. Et en 3e place, c'est l'équipe du Québec à 4 minutes 20, suivi par la suite de Opto Réseau en 4e. La France est 5e et le Japon est 6e. Donc, dernière étape, comme on peut le constater, les classements sont quand même encore serrés, même si le Canada a une bonne emprise au niveau du maillot brun. Pour ce qui est des autres classements, là, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se jouer dans cette dernière étape.
Oui, une étape extrêmement importante alors qu'il reste 65 km à faire. Plusieurs tentatives d'échapper alors que tu nous expliquais les différents classements. Et oui, c'est serré. C'est important de le mentionner parce que c'est 7 étapes. Il y a eu 6 étapes au préalable. Et là, bien, justement, aujourd'hui, tout pourrait se jouer. Alors, c'est très important. Un peu de compagnie ici là, pour Truffert. C'est le dossard 43 du Japon, Tuge, qui est venu lui prêter main forte. Évidemment, après 1h14 de course, on est rendu à la 7e journée. Louis, les signes de fatigue là, se font sentir dans les jambes des coureurs. Ça, là, faut le mentionner. Quand c'est une course par étape, c'est usant. Jour après jour, on remonte en selle. Et rendu à la 7e journée, là, des fois, le corps dit non, mais la tête dit oui, ou vice-versa. Oui, exactement. On a vu, évidemment, là, on a vu Truffert qui est allé chercher dans cette étape les 2 sprints de la mairesse de Sainte-Terre qui étaient bons pour 250 $ chacun. On l'a mentionné, c'est la course par étape la plus longue au monde pour les juniors hommes. Et c'est plus de 650 km qu'ils ont à parcourir au cours des 6 jours de compétition. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec le Tour de France, mais chez les juniors, c'est une course qui est excessivement prestigieuse. Ici, dans cette échappée, on a un coureur de l'équipe de France, Duclos, Lassalle, donc, dont le père et le grand-père sont 2 anciens cyclistes professionnels. Et on avait également un coureur de la formation Subway. Oui, exactement. On a le maillot orange aussi dans cette échappée. Mais là, vous voyez là, le peloton qui s'est regroupé. Dès que ça s'est regroupé, on a eu une contre-attaque. Plusieurs tentatives de sortir en échappée. Les équipes qui doivent bien contrôler, s'assurer de ne pas laisser personne de menaçant au classement général prendre la fuite. Voilà ici un sprint là, pour les secondes en bonification. Mathieunet qui est allé prendre la 2e place. On s'arrête un court instant. On revient tout de suite après cette courte pause. Restez là. Le Tour de l'Abitibi a accueilli des cyclistes dans plus de 40 pays. On écoute Suzanne Fortin, administratrice du Tour de l'Abitibi. Le budget du Tour, ça va dans les 6 chiffres. On a c'est un budget d'environ 400 000 $, puis autant en biens et services. Environ 800 000 Si on compare au premier Tour de l'Abitibi, la première édition où M. Normand me disait qu'il y avait un budget de 4 000 $ pour organiser le Tour, on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. On a évidemment des partenaires gouvernementaux qui s'impliquent, parce que le Tour de l'Abitibi amène beaucoup de rayonnement sur l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, le ministère du Tourisme va s'impliquer, on a des subventions. On a des partenaires, beaucoup de partenaires au niveau des mines. On est chanceux, on est une région où les mines vont très, très bien actuellement. Donc, on a plusieurs partenaires miniers. Puis, il y a plusieurs partenaires qui sont là depuis des années, qui nous supportent parce qu'ils croient en l'événement. Le comité organisateur se donne à 100% pour faire de cet événement-là un succès. Quand les équipes arrivent, ils s'occupent des équipes, là, l'accueil des gens en Abitibi, c'est un accueil qui est hors du commun. Fait que, comme je prends par exemple les équipes américaines, la plupart, c'est pour ça qu'ils revenaient. Puis le mot général, c'était cette course-là est bien organisée. En Amérique, on était la seule course. Donc, elle est devenue rapidement très, très, très populaire. Mais du côté européen, c'était plus difficile de les faire venir, mais une fois qu'ils viennent en Abitibi puis qu'ils connaissent comment on organise la course, comment ils sont accueillis, ils reviennent et ça se parle au niveau maintenant avec Facebook puis les médias sociaux, ça se parle aussi plus rapidement, c'est plus facile. Donc, notre réputation est quand même faite à l'extérieur. Et voilà, de retour à cette 7e et dernière étape du Tour de l'Abitibi-Glencore. On a 3 coureurs en échappée avec un membre de l'équipe du Québec, Gabriel Séguin, qui est là avec également Harris de la formation Ignite Junior Cycling. Donc, 2 membres de la formation Ignite Junior Cycling. Donc, quand même, on a une échappée qui pourrait menaçante à 36,4 km de l'arrivée. Ça risque de se jouer, là, évidemment, le peloton qui devrait potentiellement réagir. Oui, on voit d'ailleurs déjà un petit groupe là, qui s'est également qui a distancé le peloton, qui est intercalé. Alors, c'est très, très difficile autour de l'Abitibi de parvenir à s'échapper. On l'a vu dans le passé, mais pour ça prend généralement là, un groupe quand même assez important pour parvenir à distancer. Alors ici, on retrouve quand même tout près d'une dizaine de coureurs. Il y avait dans ce groupe, entre autres, on a pu bien voir là, le maillot
vert et blanc, le maillot du meilleur grimpeur qui est détenu par Alexis Bouchard. Toujours sur cette... On est maintenant dans l'entrée à Amos. Alors, pour cette dernière étape, les coureurs ont une étape qui se tient où la fin de la course est en circuit. Alors ici, on a plusieurs coureurs. Encore une fois, on voit là, des coureurs de la formation Ignite. On voit Gabriel Séguin, Alexis Bouchard. On a un coureur de la formation nationale des États-Unis qui est à l'intérieur de ce petit groupe. Oui, exactement. Et là, on regarde derrière pour Gabriel Séguin, veut s'assurer d'avoir suffisamment d'avance parce que si on continue à collaborer, d'ailleurs, plusieurs coureurs vont aller prendre des relais à l'avant, il faut s'assurer justement que le peloton n'est pas juste à quelques secondes derrière. Il faut que ça vale la peine. Donc, les deux coureurs, Harris et Fry, qui sont dans la même équipe, qui vont faire du travail, on nous indique que c'est 25 secondes l'avance sur le peloton. On a vu la moto avec l'ardoisier et on rappelle là, que dans cette course en circuit, les coureurs avaient 5 tours. À partir du moment où ils passaient la ligne d'arrivée, il restait 5 boucles de 5,4 km à faire. Donc, chacune des boucles qui prend entre 7 et 8 minutes. Et alors, évidemment, les coureurs là, ils vont d'une belle collaboration. Donc, derrière, du côté de l'équipe canadienne, évidemment, on veut s'assurer qu'il n'y a aucun coureur menaçant qui se retrouve dans ce petit groupe. Ici, coureur de l'équipe, je pense que c'est Watanabe, l'équipe japonaise, là, qui... alors, je ne sais pas si... Je pense qu'il est actuellement intercalé entre l'échappée et le peloton. Oui, il a tenté de venir rejoindre son coéquipier qui est devant. Il s'agit de Sataoki Nagashima qui était présent en tête de course. Et là, derrière, ça réagit, bien entendu. Oui, ça roule très, très vite. On voit donc l'échappée qu'on avait précédemment a été reprise. Donc, on n'a plus qu'un seul coureur. Et lorsqu'on voit le peloton étiré sur toute une ligne comme ça, Audrey, évidemment, ça témoigne de la vitesse très, très élevée. Encore une fois, Carl Truffert qui a été une des révélations de ce tour tout au long de la semaine, qu'on l'a vu très, très actif, notamment pour aller chercher des primes en argent. On le voit ici encore une fois avec moins de 2 tours à effectuer, qui se retrouve de nouveau en échappée. On était à 10 km de la fin de cette course. Exactement. Là, un des coureurs à la gauche là, qui semble avoir un problème mécanique va s'arrêter momentanément. Malheureusement, doit laisser filer le peloton. Oui, et ça va être très, très difficile pour lui de revenir là, à la vitesse où ça roule présentement. On voit derrière quand même toutes les voitures des équipes, donc ce qu'on appelle la caravane. Donc, c'est les voitures qui sont là pour justement apporter cette assistance technique aux coureurs en cas de crevaison, bris mécanique. On a également, évidemment, le ravitaillement qui est autorisé dans les courses pour les coureurs. Et là, on voit donc un ralentissement maintenant en tête de ce peloton. On voit là, les coureurs qui utilisent toute la largeur de la route. On est à moins de 10 minutes de la fin de cette épreuve avec un coureur regroupé. 9 km à faire maintenant. Oui, ça commence à se regarder. Il y en a qui commencent à penser au sprint final. On s'économise un peu les équipes qui vont se regrouper à l'avant pour tenter d'effectuer les différents trains. Après pratiquement 2h30 de course, il faut absolument bien démarrer son sprint au bon moment pour aller chercher la victoire de cette 7e étape. Oui, au moment où les coureurs vont passer à la ligne d'arrivée, il va rester qu'un seul tour à effectuer. On voit les coureurs de l'équipe canadienne qui ont repris le contrôle avec Ethan Powell et Matthew Ney. Ce sont les deux coureurs qui occupent la tête du classement à l'issue des 6 premières étapes. Donc, on veut évidemment protéger le maillot brun de Matthew Ney. Et pour ça, bien évidemment, Ethan Powell est le coureur désigné. Oui, alors on va s'arrêter un court instant et on revient pour vous présenter la conclusion de cette 7e étape. Restez là. De retour pour la conclusion de cette 7e étape. 8 km à faire, Louis. Et regardez le peloton qui est en file indienne. Là, ça roule à fond de train. Absolument. Et on a vu là, lors des dernières images, on avait l'équipe canadienne qui menait. Donc, encore une fois, sans surprise, Ethan Powell, le champion canadien sur route, et Matthew Ney, qui est détenteur du maillot brun, qui est le champion canadien du contre-la-montre, sont les deux coureurs qui occupent la tête du classement général à l'issue des 6 premières étapes. Et on ne veut laisser partir personne. Alors, la meilleure façon pour ça, évidemment, c'est de conserver un rythme très élevé. Donc, on est à
un peu plus d'un tour à compléter dans cette épreuve. Oui, Donc, beau travail d'équipe pour l'équipe canadienne. Absolument. Donc, circuit urbain, donc avec beaucoup de virages, beaucoup de relances. Faut être bien positionné, faire attention alors aux accrochages. Évidemment, on ne veut pas être impliqué dans une chute. Donc, la meilleure façon, évidemment, c'est de se maintenir devant. Alexis Bouchard, le détenteur du maillot du meilleur grimpeur qui également est pointé devant. Ici, là, on a un sprint intermédiaire. Donc, on avait ces sprints en argent. Et dans ce sprint-ci, c'est encore une fois un coureur de l'Abitibi. Et je pense que c'est Carl Truffert. C'est Carl Truffert qui est allé, ou plutôt Solstice Lanois, Lanois qui est allé chercher cette prime de 100 $. Donc, il y avait des sprints au passage à la ligne d'arrivée à chacun des tours au passage lors de cette fin d'étape. Donc, 100 $ pour le premier à passer la ligne. Donc, ça permet évidemment de stimuler un peu le peloton, d'activer le spectacle. Donc, 5,2 km maintenant à parcourir. On est dans le dernier tour de ce circuit. Et on voit maintenant, ce sont les coureurs des États-Unis qui mènent la charge. Donc, les Américains qui vont certainement vouloir aller chercher une autre victoire d'étape avec déjà 2 victoires d'étape à leur compte. Oui, avec Alejandro Rocher. Donc, ça va être intéressant de voir s'il pourra aller chercher la 7e étape. Chose certaine, les États-Unis mettent la pression. Et là, à 4 km de l'arrivée, là, on va essayer de se placer justement pour aller disputer le sprint. Tout indique que ce sera un sprint massif de peloton. Oui, et pour Che, qui est actuellement 4e au classement général, il est à 6 secondes de Paul Picard de la France. Il était quand même assez loin là, de Ethan Powell puis de Matthew Ney qui ont plus de 50 secondes d'avance sur lui. Mais Che, qu'on sait très rapide au sprint, pourrait peut-être, avec les secondes de bonification, se hisser devant Paul Picard pour la 3e position au classement général. On sait qu'il a également la possibilité d'aller chercher le maillot pour le meilleur jeune. Il devance actuellement à ce chapitre Jonathan Hintz avec maintenant plus que 3 km à faire. Fin d'étape importante pour l'équipe des États-Unis et notamment pour Alejandro Che. Donc voilà le peloton ici qui commence à se regarder. On a devant les trains qui se mettent en place, devrais-je plutôt dire. Regardez l'équipe du Québec avec Elliott Ferguson qui vient placer leur sprinter. Vraiment rapide, à 2,4 km de l'arrivée. C'est pas évident de venir se remonter dans le peloton. Il faut être déjà là. L'équipe du Québec, bien placée, comme tu le mentionnes, avec Elliott Ferguson. Derrière lui, il s'agit de Felipe Duarte. Et derrière, on a, je crois que c'était Justin Roy. Donc, 3 coureurs de l'équipe du Québec qui sont bien placés avec 2 km à faire. On est encore loin de la ligne d'arrivée, mais pour l'instant, les coureurs de l'équipe du Québec qui sont très bien positionnés. Absolument. On a ici bientôt le dernier kilomètre de l'épreuve. Évidemment, si on est en plein centre du peloton, c'est pas le bon endroit pour aller disputer le sprint pour la victoire. Faut se remonter. Déjà, le sprint là, qui est lancé, en fait, les leaders, le train des États-Unis qui s'est mis en marche. Et à la droite, à surveiller le maillot bleu, on remonte à la toute fin et ça sera suffisant. Une autre victoire pour Alejandro Che des États-Unis. Oui, Alejandro Che qui répète avec une 2e victoire d'étape et ce faisant, il va évidemment consolider son maillot de meilleur jeune, mais il va monter au 3e rang pour le classement général individuel. On écoute Bruno Gauthier, directeur technique du Tour de l'Abitibi. Mais ça, on est quand même chanceux autour de l'Abitibi d'avoir une bonne collaboration avec les différents partenaires. Quand on est à Rouyn-Noranda, quand on est à Val-d'Or, quand on est à Amos, les services municipaux sont des grands amis, même si ça bouscule un peu leur façon de faire parfois, puis leur plan de match établi. On peut pas réparer les rues quand on veut. Il faut les réparer avant le Tour de l'Abitibi quand on est là. C'est un petit incitatif à faire ça vite. Mais je pense qu'au final, les coureurs qui viennent les apprécient, puis les citoyens aussi ont quand même des belles réparations. Je me demande si ça pourrait exister ailleurs qu'en Abitibi. Je pense qu'en Abitibi, les gens sont chaleureux, les gens aiment accueillir, et puis les gens qui viennent en Abitibi nous visiter, mais tu sais, on sait qu'ils font le voyage, puis tu sais, ça veut dire qu'ils veulent venir nous voir, là. Fait que je pense que quand on réussit à faire revenir ces gens-là, d'année en année, les coachs, les équipes qui viennent, les différents commissaires, les différents partenaires, qui viennent nous voir, mais je pense qu'on réussit notre travail. Mais c'est de s'assurer que tout le monde comprenne la game, que tout le monde aille dans le même sens. Et si on a des gens, puis dans toute organisation, on ne peut pas avoir 20 cyclistes autour de la table, on va avoir des gens qui ont toutes sortes d'intérêts, qui ont toutes sortes de compétences aussi, puis qui connaissent pas tout le temps le vélo. Fait que si on veut
moi, comme un amateur de vélo, mais je veux que ces gens-là apprennent à aimer le vélo, comprennent pourquoi on aime ça, pourquoi on veut accueillir ces cyclistes-là, pourquoi c'est un événement si spécial. Donc, quand les gens se mettent à apprécier puis comprendre c'est quoi la course, mais franchement, on a fait une partie de notre job. Puis si on veut le faire aussi avec nos bénévoles, mais on veut le faire avec toute la population qui vient voir ça, les parents qui viennent voir à l'Abitibi. Puis je pense que ce qui est le plus touchant, mais c'est quand on voit les enfants qui participent autour de la relève à la fin de semaine, puis on les voit tranquillement grandir, puis à un moment donné, on les voit arriver autour de l'Abitibi. Ça, franchement, on a fait notre job dans ce temps-là. Le Tour de la relève, c'est une compétition pour les plus jeunes, donc entre 6-7 ans jusqu'à 16 ans, donc juste avant le Tour de l'Abitibi. Ça se déroule le week-end, donc le samedi et le dimanche du Tour de l'Abitibi, dans les mêmes infrastructures. Donc les jeunes arrivent ici, puis ils ont le gros kit, ils ont le kit complet, pour comme les juniors, donc les podiums, l'écran géant, toutes les hôtesses, puis tout le tralala, donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis, mais ça permet à 5 catégories, là, des bébites jusqu'aux cadets, de faire des courses sur route, de faire des critériums, des jeux d'habileté, des sprints, donc un peu ce qui vont les préparer à grandir dans le vélo et à peut-être se rendre jusqu'au Tour de l'Abitibi un peu plus tard ou dans d'autres courses importantes aussi au niveau senior. Donc le Tour de la relève, c'est un beau tremplin vers le Tour de l'Abitibi. Et c'est aussi un beau moteur économique pour la région. Tu sais, on accueille plusieurs athlètes au Tour de l'Abitibi qui sont là toute la semaine. Par contre, ils sont là puis ils dépensent en ville, puis tu sais, ils profitent de la ville, mais quand les parents arrivent, ils louent les chambres d'hôtel. Et les enfants, ça mange au restaurant. Donc là, vraiment, il y a une vitalité qui arrive durant le week-end. Alors voilà le classement de cette 7e étape. Louis, une fin d'étape marquée par la victoire d'Alejandro Che, l'Américain. Oui, Che qui remporte une 2e étape consécutive. C'est 3 étapes pour les États-Unis qui ont eu un début de tour un peu laborieux, mais qui terminent en force. Alors qu'on va voir des images justement des cérémonies protocolaires. Alors, votre podium de cette 7e étape de la France, Paul Picard, qui lui aussi s'est illustré tout au long de ce Tour de l'Abitibi. En 2e place de la 7e étape, médaille d'argent pour Sataoki Nagashima. Et on va voir très bientôt le vainqueur monter sur la première marche du podium, Alejandro Che des États-Unis. Alors voilà votre podium de la 7e étape. Et également, on va faire un survol du classement général un peu plus tard. Donc voilà, le classement général. Meilleur jeune qui est remporté par Alejandro Che. Alejandro Che qui devance à ce classement par 23 secondes Jonathan Hintz. Che qui a eu, à vertu de ses 2 victoires d'étape, est parvenu à remonter considérablement au niveau du classement. Alexis Bouchard qui remporte le titre du meilleur grimpeur, le maillot à poids. Il a très bien fait, a été actif au moment opportun dans la course pour aller chercher des points pour le classement de la montagne. Et par un seul point devant Nathan Kuzak. Wow. Alors, pour le meilleur sprinter, Alejandro Che qui est allé chercher in extremis dans cette dernière étape le classement. Il termine avec cette victoire d'étape. Il devance Jonathan Hintz qui est 2e et Matthew Ney qui termine 3e. Oui, alors sa victoire qui lui aura valu justement un 2e maillot, un maillot supplémentaire, ce maillot orange que vous voyez. Oui, et là, c'est pour le classement général individuel, autant le maillot brun. Donc, on voit Alejandro Che qui s'est hissé au 3e rang, qui a devancé Paul Picard. Ethan Powell du Canada termine 2e à 14 secondes de Matthew Ney. Che était pour sa part à 48 secondes. Et le grand gagnant de cette 54e édition du Tour de l'Abitibi de l'équipe nationale du Canada, le champion canadien du contre-la-montre, Matthew Ney. Oui, et donc, Louis, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette édition 2023 du Tour de l'Abitibi? Ça a été une course très animée. On a vu les coureurs des formations du Canada, du Québec, de la France, le Japon, les États-Unis qui, à tour de rôle, ont bien tiré leur épingle du jeu. On a vu encore une fois à quel point le contre-la-montre individuel est une étape qui est déterminante. C'est là que le Canada s'est démarqué. Une course où les Américains et les Français ont été dans la course tout au long de l'événement. Ouais, merci beaucoup, Louis. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette diffusion. On se laisse avec Mélanie Rocher, présidente du Tour de l'Abitibi. Bonne journée tout le monde et à bientôt.
En tant que présidente, je gère le conseil d'administration. Alors, on assure le suivi budgétaire, on assure aussi tout ce qui est l'éthique, on assure tout ce qui est le suivi des partenaires. On s'assure que tous les partenaires, tous les plans de partenariat sont bien adaptés, sont suivis à la lettre et que les partenaires soient contents parce que vous savez, pas de partenaires autour de l'Abitibi, il n'y a pas de tour de l'Abitibi. C'est eux qui réussissent à faire en partie la majorité de ce qu'on voit aujourd'hui à toutes les courses. Ensuite de ça, c'est sûr que c'est pas juste ça. J'assure aussi toute la coordination au comité organisateur. Donc, on s'assure du bon fonctionnement du Tour de l'Abitibi. On s'assure que ça soit fluide, on s'assure qu'on respecte les budgets, on s'assure qu'on respecte nos échéanciers, que nos tâches soient bien faites. Puis si, il y a des échappées, on se reprend, on trouve des solutions, puis on travaille en équipe. Grosse équipe, conseil d'administration, grosse équipe, comité organisateur. Donc, gros travail, mais beau travail. Les nouveautés cette année autour de l'Abitibi, 2 grandes nouveautés. On parle de l'Alliance Glencore, partenaire en titre. Ça, c'est vraiment notre nouveauté. Puis je vous dirais, c'est notre grand coup. Glencore, une compagnie fiable avec laquelle, qui est internationale comme nous, qui a des valeurs qui ressemblent à nous aussi. Donc, les saines habitudes de vie. Alors, on est super contents. 3 ans avec Glencore. Il ne faut pas oublier que Glencore, on signe avec nous et on signe avec nous pour développer aussi un nouveau projet. Donc, on va le dire ici aujourd'hui. Nouveau projet, Tour de l'Abitibi féminin. On parle ici de 2025. On aimerait ça développer un Tour de l'Abitibi féminin. C'est dans nos devoirs à faire ça. On va commencer dès cette année pour s'assurer de regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire puis de développer quelque chose d'assez intéressant pour notre région. Bravo à toute l'équipe du Tour d'Abitibi pour ce vif succès. Une autre édition remplie d'actions et de moments forts. Pour eux, c'est un rendez-vous l'an prochain puisque chaque année, une centaine d'athlètes prennent la direction de l'Abitibi pour compétitionner dans la seule course junior sanctionnée par la Fédération internationale en Amérique du Nord. J'espère que vous avez apprécié les voir à l'œuvre. Soyez des nôtres prochainement pour vivre avec nous de nouvelles émotions sportives. Je vous invite ainsi très bientôt à un autre rendez-vous sportif. Cette émission vous est présentée par Va donc jouer. Célébrons ensemble tous les entraîneurs et les officiels du sport organisé sur vadonjouer.ca. Par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et Glencore, partenaire en titre de l'événement.